Gros Plan, votre émission hebdomadaire qui vous parvient depuis le studio de Sabari FM. Gros Plan, c'est une émission qui se propose de faire le zoom sur un fait, une question d'actualité avec un spécialiste. Gros Plan, c'est votre tribune, un espace qui vous permet de communiquer avec les responsables de la situation. Gros Plan, c'est la projection pour éclairer la lanterne. Avec Gros Plan, vos suppositions se dissipent et place à la vraie information. Vous êtes sur Sabari FM et nous vous disons bienvenue dans l'émission Gros Plan. Cet après-midi, nous recevons pour vous Dr Awa Dramé, présidente de la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima. Notre invité va partager avec vous une aventure que nous supposons à la fois exaltante et contraignante, avec des sensations particulières sur toute la ligne. Pour nous suivre en direct, restez sur la 97.3 ou tapez www.sabarifm.com. Vous pouvez aussi nous écouter avec les applications Orange Radio et cela seulement avec les téléphones Android et autres smartphones. Pour nos auditeurs du côté des États-Unis et de la France, l'écoute est possible au téléphone et gratuitement. En France, tapez tout simplement le 02 49 17 49 27. Pour les États-Unis, c'est le 712 432 41 46. Toutes ces options grâce au dynamique service technique de la radio de l'innovation avec ses partenaires. Mesdames, Messieurs, excellente écoute à tous. Docteur Awa Dramé, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, vous allez nous présenter la Fondation Fitima. C'est vrai qu'elle devrait plus être à présenter, mais bon, on ne sait jamais. Avec les auditeurs, ce serait bien de leur dire ce que c'est que la Fondation Fitima. Eh bien, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à votre émission. Alors, Fitima, c'est l'acronyme de Fondation internationale Thierno et Mariam. Et l'objectif de Fitima est double. C'est d'une part de soutenir, d'aider les enfants en situation de handicap et d'autre part, c'est de promouvoir des activités de développement communautaire, notamment la promotion des droits des femmes. Alors, Fitima est une fondation que j'ai créée en 2003. Donc, nous sommes dans notre 14e année d'existence et d'activité. Alors, Fitima compte aujourd'hui 2 centres de soins et de rééducation. L'un qui se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso, depuis 2003. Et le second où nous sommes aujourd'hui, à Fitima Guinée, qui a ouvert ses portes fin 2010. Donc, ces 2 centres ont des activités qui couvrent les 2 pôles dont j'ai parlé, le pôle handicap et le pôle développement communautaire. D'accord. Il se voit, nous rencontrons des enfants pas comme les autres, des enfants parfois handicapés moteurs, parfois pas très équilibrés mentalement. Alors, comment vous faites pourquoi ce genre de patient avec vous? Alors, quand j'ai eu l'idée, quand j'ai décidé de quitter la France et de revenir en Afrique, eh bien, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour être utile. D'accord, il faut préciser que vous êtes médecin de formation, vous avez exercé ce métier en France et enfin vous avez décidé de tout arrêter pour vous consacrer à la Fondation Thierno et Mariam, c'est ça? Alors, je précise que je ne suis pas médecin, d'accord. Je suis scientifique. D'accord. C'est encore mieux. Voilà. Et donc, j'ai fait une spécialisation vraiment dans le domaine des maladies génétiques. Et on sait que la plupart des maladies génétiques, malheureusement, aboutissent à des handicaps. Et ces handicaps peuvent être sensoriels, moteurs, sensitifs, etc. Bien. Donc ici, donc quand j'ai décidé de revenir en Afrique et je me suis posé la question de savoir comment puis-je être le plus utile. Eh bien, je me suis dit, j'ai une expérience, une certaine compétence dans le domaine de la prise en charge des personnes qui souffrent de maladies génétiques et de handicap.
eh bien c'est là que je pourrais être le plus utile, d'autant plus que dans cette zone de l'Afrique que je connais, l'Afrique de l'Ouest, il y a très peu de structures qui justement s'occupent de personnes qui souffrent de handicap. Et c'est ainsi que, voilà, vous l'avez dit tantôt, en arrivant dans ce centre de Fitima Guinée, vous avez croisé des enfants qui souffrent de handicap. Et le handicap peut être moteur, mais il peut être aussi intellectuel, cognitif le plus souvent. Et donc ce sont des enfants qui ne sont pas acceptés dans le système ordinaire. D'abord, au niveau des familles, comme on ne connaît pas toujours l'origine des problèmes, eh bien, on les rattache à un aspect mystique. On parle de sorcellerie, de maraboutage, de diable, et voilà. Et du coup, on se laisse aller à la fatalité. On se dit, si c'est le diable, le marabout ou le sorcier, moi, pauvre humain, je n'y peux rien. Donc, surtout quand on a tenté des remèdes justement dans ce sens, oui, avec des marabouts, et ça ne marche pas. Fait. Très souvent, c'est d'ailleurs le cas. Ils viennent en first line, hein. Les gens vont d'abord les voir. Et donc, finalement, les familles se disent, il n'y a rien à faire. Et s'il n'y a rien à faire, ce n'est plus la peine de s'intéresser à cet enfant-là. Moi, je vais plutôt m'occuper de mes enfants valides. Voilà, préparer un avenir meilleur. Alors, donc ces enfants ne sont très souvent pas soignés. On ne cherche pas trop à savoir ce qu'ils ont puisqu'on pense que c'est irrémédiable et que c'est la fatalité. Et quand bien même les parents ont des diagnostics, les enfants ne sont pas acceptés dans le système scolaire ordinaire, qui n'est pas adapté. Et les enseignants ne sont pas formés pour ça. Donc, finalement, l'enfant, il reste à la maison, dans un coin de la maison, et au petit bonheur, la chance, il pousse comme il peut. Et si la maladie s'installe, quelquefois, il y a une dégradation qui est là, alors qu'on sait que pour certains d'entre eux, on peut faire des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici, justement, pour ces enfants-là? On essaye de faire une prise en charge globale. Pourquoi globale? Parce que si on ne s'occupe que d'un aspect du problème, eh bien, on ne peut pas obtenir des résultats. Donc, il faut s'occuper non seulement de l'aspect médical, mais aussi de l'aspect paramédical, c'est-à-dire tout ce qui est rééducation, hein, ce qui évite d'aggraver la situation, ce qui corrige beaucoup de choses, par exemple la rééducation motrice, on appelle cela la kinésithérapie, c'est extrêmement important pour ralentir l'évolution des maladies, pour éviter certaines déformations, pour améliorer la qualité de vie et pour corriger certaines déformations qui sont déjà là. On a aussi des orthophonistes qui peuvent intervenir pour tout ce qui est rééducation du langage de façon spécifique, mais de la communication de façon générale. Parce que si on ne communique pas avec son environnement, on ne peut aller nulle part. Donc, ça, c'est de la rééducation orthophonique. Nous avons aussi des ergothérapeutes qui peuvent intervenir. Il y a aussi de temps en temps des psychologues cliniciens, des psychomotriciens, etc. Donc, tous ces paramédicaux sont extrêmement importants dans une prise en charge. D'accord. Oui. Ensuite, allez-y. Oui, il y a le côté éducatif. Parce que si vous faites cette prise en charge sur le plan médical et paramédical, et que ça dure 1 heure, 2 heures au centre, et après, il reste 24 heures, 23 heures ou 22 heures pour l'enfant. Vous faites quoi? Si l'enfant n'a pas un support, n'a pas une éducation, qu'est-ce que vous faites? Ça sert quasiment pas à grand-chose ce que vous faites dans le domaine médical ou paramédical. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? On a mis en place donc, un soutien, une éducation spécialisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une éducation spécialisée par rapport à une éducation ordinaire. C'est-à-dire que dans l'éducation ordinaire, l'enfant vient à l'école, il est dans un groupe et il s'adapte à un programme qui est défini pour tout le groupe. Et c'est l'enfant qui se trouve sa place. Et il a intérêt à être bien moyen, sinon il est laissé pour compte. Mais c'est l'enfant qui s'adapte à l'enseignant qui est là.
Dans le cadre de l'éducation spécialisée, c'est tout à fait l'inverse. C'est l'éducateur qui s'adapte au niveau de l'enfant. Donc ça veut dire que chaque enfant ici a un traitement particulièrement adapté à son état à lui. Exactement. Nous appelons cela un programme éducatif individualisé. C'est pour ça que c'est très difficile, c'est très compliqué à mettre en place, mais c'est la seule manière qui existe pour aider des enfants qui ont des besoins spécifiques. Comme ils ont des besoins spécifiques, il faut une éducation spécifique. Donc pour chacun ici, nous définissons un programme individualisé que l'éducateur met en place. C'est pour ça qu'on est obligé ici d'avoir des tout petits groupes. D'accord. C'est important, c'est très important d'ailleurs tout cela. Mais vous savez, on cherche toujours la petite bête et parfois on se demande pourquoi avoir ouvert le premier centre au Burkina et pas en Guinée. C'est juste historique, c'est tout. Il se trouve que quand j'ai eu l'idée, quand j'ai commencé, j'ai commencé par le Burkina parce que j'y étais. D'accord, donc c'est une coïncidence. Oui, disons-le comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Dans le cadre de vos activités, vous avez développé pas mal de choses. Et quels sont les critères d'admissibilité, vous permettrez l'expression, pour ces enfants-là au niveau de vos centres, que ce soit au Burkina ou en Guinée, à Conakry? Alors, les critères sont relativement simples. Quand les parents viennent nous voir avec leurs enfants, nous essayons d'abord de savoir quel est le diagnostic. S'il existe déjà, on regarde parmi les pathologies dont nous pouvons nous occuper parce que nous ne pouvons pas nous occuper de tout, hélas. Donc nous prenons en charge ici des personnes qui souffrent soit d'infirmités motrices d'origine cérébrale qu'on appelle les IMOC, soit de handicap moteur non défini, c'est-à-dire qui ont des difficultés motrices, même sans diagnostic précis. Malheureusement, pour plusieurs d'entre eux, on n'a pas de diagnostic vu la faiblesse de l'offre sanitaire. Nous accueillons aussi des enfants qui souffrent d'autisme, alors que a priori, cette catégorie-là devrait être prise en charge spécifiquement par d'autres centres, mais il n'y en a pas d'autres. Donc, nous avons des autistes aussi. Nous nous occupons aussi d'enfants qui souffrent de séquelles de neuropalu. Vous savez que le neuropalu peut donner des séquelles gravissimes, un retard psychomoteur extrêmement important parce qu'il y a certaines zones du cerveau qui peuvent être atteintes. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour ça que le palu, il faut le soigner. Il faut le soigner pour que justement, il n'y ait pas une atteinte au niveau du cerveau parce que c'est fragile le cerveau. Et si une partie du cerveau est atteinte ou détruite, eh bien, on a des séquelles extrêmement gravissimes. Et nous avons aussi des enfants qui souffrent de séquelles de méningite mal soignées ou non soignées. Et quelquefois, d'ailleurs, les séquelles du neuropalu et celles de la méningite se rejoignent. Le cerveau est atteint, donc on a comme résultat des atteintes très importantes au niveau des zones du cerveau qui permettent les apprentissages, qui permettent la locomotion, qui permettent... Donc c'est des séquelles quand même assez graves. Et voilà les enfants que nous avons. Et pour certains, c'est simplement, on regarde sur le plan clinique, on voit qu'ils ont un retard d'acquisition, des retards d'acquisition au niveau moteur, au niveau psychomoteur, des retards de langage, etc. Donc voilà, résumer les catégories de patients que nous accueillons. Ça veut dire que c'est généralement les parents qui envoient leurs enfants et vous procédez à une sorte d'évaluation pour savoir qui est-ce que vous pouvez prendre. Et
dans la majorité des cas, après que vous trouviez que vous pouvez prendre en charge cet enfant, comment ça se passe? C'est payant? Est-ce que c'est payant en partie? Quel est le mécanisme? Eh bien, très souvent, comme on est en Afrique, le bouche à oreille fonctionne très bien. Mais fort heureusement, nous sommes quand même bien connus des milieux médicaux aussi. Donc on nous réfère aussi des patients, soit des hôpitaux, soit des centres communaux de santé. Mais il y a un canal aussi qui marche très bien, c'est le bouche à oreille. Donc soit les gens qui sont déjà, qui nous connaissent, dont les enfants sont pris en charge ici, qui en parlent dans leur entourage, soit par exemple après des émissions comme celle que nous sommes en train de faire, si les gens écoutent, les gens arrivent à savoir que nous existons et ils nous contactent. Alors, une fois que les gens nous téléphonent ou se déplacent pour venir, on fixe un rendez-vous que nous appelons le rendez-vous d'accueil. C'est très important. Donc, les personnes arrivent et sont reçues par une équipe ici. Et nous faisons une première évaluation. Nous avons des fiches d'accueil où nous recueillons des données générales d'abord sur les personnes qui sont là, leurs coordonnées, etc. Un petit peu sur l'histoire de la maladie. S'il y a un diagnostic, on note un petit peu tout ça. S'il y a déjà des choses qui ont été entreprises, on regarde dans le cahier de santé. Malheureusement, les gens n'ont pas souvent des cahiers des carnets de santé. Donc nous sommes obligés de reconstituer des carnets de santé en fonction de ce qui nous est dit. C'est pour ça que ce moment-là est très important. Et s'il n'y a pas de diagnostic, nous travaillons avec des médecins partenaires qui viennent dans le centre et qui nous aident à établir un diagnostic. Mais malgré ça, quelquefois, on n'a pas de diagnostic parce que pour établir un diagnostic, quelquefois, il faut des investigations très longues, très coûteuses. Et pour certaines investigations, on ne peut même pas les faire ici. Mais nous arrivons quand même, avec l'expérience et tout, nous arrivons à donner à chaque fois au moins un diagnostic prévisionnel en attendant de plus amples informations, de plus amples investigations. Okay. Pour un seul centre, vous faites beaucoup de choses. Et ça demande, au-delà des moyens sur le plan matériel et financier, ça demande beaucoup de compétences. C'est vrai, vous avez fait allusion à des partenaires avec lesquels vous travaillez qui sont dans d'autres services ailleurs, mais au-delà de ça, vous avez des compétences ici. Et comment vous les avez à l'interne? Alors ça, c'est un des problèmes. C'est le problème des ressources humaines. C'est un réel problème. Pourquoi? D'abord, quand vous cherchez un éducateur spécialisé, vous n'en trouvez pas parce qu'il n'y a pas d'école d'éducation spécialisée. Premier problème. Vous cherchez un kiné. Les derniers kinés qui ont été formés, par exemple en Guinée, l'ont été à Cuba. Donc c'est des boursiers qui ont fait de très bonnes études. C'est des kinés qui ont une très bonne formation, mais on les compte sur les bouts des doigts. Et ils sont tellement sollicités que vous ne pouvez pas leur mettre la main dessus. Et il n'y a pas d'école de kiné, pas à ma connaissance. Vous cherchez un orthophoniste, vous n'en trouvez pas. Vous cherchez un ergothérapeute, vous n'en trouvez pas. Vous cherchez. Or, il faut tous ces spécialistes-là pour parler de centre de rééducation. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place dès le début? C'est de faire venir des professionnels formés, soit de France, soit de Belgique, parce que nous sommes francophones, donc qui viennent rester 1 an ou 2 ans dans le centre, que ce soit celui de Guinée ou celui de Burkina, et qui prennent soin des patients et en même temps qui font du transfert de compétences. Donc je recrute, entre guillemets, des jeunes Guinéens qui sont motivés. Prédisposés à... Bon, en tout cas, qui sont motivés à apprendre. Et on essaye, avec les thérapeutes qui viennent, de faire un transfert de compétences. Mais même à ce niveau-là, on est souvent déçus. Finalement, il y a très peu qui vont jusqu'au bout de l'apprentissage. Il y en a très peu. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, finalement, qui donne très peu de résultats. Donc,
les professionnels qui sont ici, vous vous rendez compte qu'il y a des Français, des Belges qui viennent. Heureusement que ces volontaires-là sont là, sinon je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. Alors, en ce qui concerne l'éducation spécialisée, tous les éducateurs qui sont ici ont été formés in situ, ici. Alors là aussi, je fais venir le plus souvent possible des gens pour former sur place les futurs professionnels qui prennent en charge les enfants. Donc au niveau des ressources humaines, c'est un challenge permanent parce que les gens ne sont pas formés d'un côté et puis la notion de travail est très relative, mais ici elle est assez souple. Donc la motivation, on ne la trouve pas toujours chez les jeunes qu'on recrute, mais ceci étant dit, il y a quand même dans le lot des personnes qui sont motivées, qui apprennent, qui font du bon travail. Et c'est pour ça que depuis 14 ans, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Conakry, eh bien, on arrive quand même, à avancer. Donc, à côté de ces difficultés au niveau des ressources humaines, il y a bien sûr les difficultés financières. Financier, bien sûr. Parce que j'ai créé la fondation sur des fonds propres. C'est pour ça que c'est une fondation. Donc, j'ai mis un fonds. C'était mes économies, n'est-ce pas? Ce fonds a permis à la structure de fonctionner pendant près de 3 ans. Et je suis partie du principe on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire, vous faites d'abord vos preuves avec ce que vous avez, et là, vous avez plus de légitimité pour aller voir des gens, pour leur demander de vous soutenir dans votre activité, les amener à vous accompagner. Donc c'est ce qui s'est passé et malheureusement on n'a aucun soutien des pouvoirs publics, de l'État. Je dis bien aucun. J'allais vous poser la question. Aucun, ce qui est très dommage parce que si on avait un soutien, ne serait-ce que pour rémunérer certaines des professionnels ici, ça nous permettrait d'utiliser les autres ressources pour améliorer la prise en charge. Mais il faut savoir que les locaux que nous avons, nous sommes en location et ça coûte très cher, que toutes les personnes qui sont ici sont rémunérées et plutôt correctement, que nous avons des charges récurrentes. Bon, j'ai parlé tantôt du loyer, mais il y a aussi l'électricité, il y a l'Internet, il y a le matériel utilisé pour travailler, il y a le matériel pour les enfants, etc., etc. Il y a tout ça. Et tout ça a un coût qui est très élevé et qu'on ne peut pas répercuter sur les bénéficiaires. D'accord. Nous reviendrons à ces contraintes parce que j'imagine qu'elles sont nombreuses. En attendant, pour ce qui est des enfants, parce que je vois beaucoup d'enfants, enfin de jeunes tout au moins, que vous recevez ici, ils ont combien de temps leur est donné dans ce centre dans le cadre de leur prise en charge? Alors, comme je vous ai parlé au tout début de maladies génétiques, très souvent, ou alors de handicap, qui est le résultat de maladies acquises, pour certains, le handicap qu'ils ont, tout ce que nous pouvons faire, c'est atténuer les effets, c'est améliorer un petit peu, éviter certaines déformations et certaines complications. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas du tout comme si quelqu'un a un mal de tête et qu'on lui donne un comprimé d'aspirine et qu'on lui dise dans 2-3 heures c'est bon. Ou vous avez une crise de palu, et dans 5 jours vous serez sur pied. Ce n'est pas du tout ça. Ici c'est le long terme. C'est le long terme et c'est des états. Les gens sont dans un état qui est là, qui est à vie pour certains. Donc, nous essayons, nous occupons ici d'enfants qui ont quelquefois quelques mois et nous constatons l'amélioration. À chaque fois, nous faisons des bilans pour adapter la prise en charge. Ceux qui sont scolarisés ici, nous essayons de les garder jusqu'à l'âge de 18 ans parce qu'au-delà, nous ne sommes
il faudrait on ne peut plus leur apporter grand-chose. Mais nous essayons aussi dans le parcours d'inclure, donc nous faisons ce qu'on appelle l'éducation inclusive, c'est-à-dire inclure des enfants que nous avons dans le centre quand leurs compétences leur permet, nous les incluons dans les écoles ordinaires, quand c'est possible. Donc il y a eu des cas comme ça? Oui. Chaque année, nous arrivons qu'à un camp, 1, 2, à placer comme ça, 1 ou 2. Et à chaque fois, pour nous, c'est extraordinaire comme aboutissement. Pour d'autres, leur handicap est tel, leurs atteintes sont telles que on sait qu'ils n'apprendront jamais à lire ou à écrire. Donc, ce que nous faisons ici, c'est leur apprendre à être autonomes dans la vie, n'est-ce pas? Donc, ils sont là, le temps qu'ils peuvent, voilà. Mais quand nous avons des enfants aussi qui viennent, qui ont juste besoin, qui n'ont pas d'atteinte intellectuelle. Donc, ils ne viennent que pour les séances de kiné ou d'orthophonie, etc. Et là, dès que ça s'améliore, on arrête. Voilà, donc c'est vraiment, là aussi c'est individualisé. Certains sont là depuis de longues années, d'autres font des passages d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la pathologie, ça dépend de ce qui a été fait avant. Et en Guinée, vous existez depuis 2011, c'est ça? Oui. Et depuis ce temps-là, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de jeunes, d'enfants que vous avez reçus au niveau de ce centre? Alors, nous avons plusieurs façons de calculer, parce que souvent on nous pose cette question. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est de considérer chaque patient que nous avons ici comme un individu. Ça veut dire quoi? Que si un enfant est là en 2010 et qu'il est là aussi en 2011, qu'il est là en 2012, puisqu'on nous demande des statistiques annuelles, donc il est compté à chaque fois qu'on a, parce qu'on nous a reproché un petit peu le fait de ne compter qu'une seule fois, alors que c'est plusieurs années de prise en charge. Ça ne donne pas vraiment une idée des efforts, de la quantité d'efforts déployés pour l'enfant. Donc, en 7 ans, ici, pour Fitima Guinée, en 7 ans, si on comptabilise de cette façon-là, on peut dire qu'on a pu soutenir à peu près 600 personnes. D'accord. Et en moyenne, c'est une petite centaine entre ceux qui par an. Pourquoi je dis en moyenne? Parce que nous comptons ceux qui viennent, qui restent quelques mois et qui, pour des raisons X ou Y, arrêtent. Mais on est obligé de les comptabiliser parce qu'on a passé du temps, parce qu'on a déployé de l'énergie et des compétences. Exactement. Je vous posais la question tantôt, je vous la repose. Tout ce monde-là, il paye vos prestations ou est-ce qu'il paye à moitié ou comment ça se passe? Alors, comme je vous l'ai dit tantôt aussi, vu le coût, il faut savoir que la prise en charge, le coût de la prise en charge d'un seul patient ici, le coût mensuel est d'à peu près 1 200 000 francs guinéens. C'est beaucoup. C'est plus de 100 euros là. Oui, par mois. Alors, vous comprenez bien qu'aucune famille ici ne pourrait payer ça. Alors, donc ce qu'on demande aux familles, c'est à peu près entre 20 et 30% de ce coût. Et même là, il y a des familles qui ne peuvent même pas assumer les 20% ou les 30% qu'on donne. Et cela ne vous surprend pas, j'imagine? Non, c'est le niveau de vie, le niveau de revenu des gens. Donc, ce qu'on fait, justement, c'est pour ça que je suis toujours, je dis je, mais je devrais dire toute l'équipe est mobilisée pour rechercher des subventions. C'est pour ça que nous avons besoin de partenariats, pour combler un petit peu les 80% qui restent. Donc et parmi ces familles-là, certaines ne peuvent même pas assumer les 20 ou 25% qu'on demande. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des parrains ou des marraines. C'est très difficile d'en trouver, mais
quand il y a des parrains ou des marraines, des personnes de bonne volonté qui acceptent de nous aider, eh bien, les parrains peuvent aussi prendre en charge 20 ou 30% du coût. Et le reste, nous essayons de trouver des subventions, des dons, nous essayons d'organiser des activités génératrices, des activités de collecte de fonds. C'est compliqué à organiser, ça coûte de l'argent d'organiser une activité de collecte de fonds. Donc, ici, au niveau de Fitima Guinée, on en a fait juste une seule fois. Ça demande tellement de temps, d'énergie, qu'on ne peut pas le faire régulièrement. Donc, nous avons des gens qui font des dons. Nous avons quelques parrains et marraines, pas beaucoup malheureusement, qui nous soutiennent aussi. Et pour le reste, nous cherchons des subventions au niveau de partenaires. Alors, le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont habitués à faire des soutiens ponctuels. C'est-à-dire, voilà, pour l'année 2015, ok, on va vous soutenir. Puis en 2016, ah ben non, nos budgets Que voulez-vous faire quand vous êtes dans cette situation-là? Vous allez dire aux enfants, rentrez chez vous, on n'a personne pour qui. Jusque-là, on a pu éviter ça, mais je peux vous dire que c'est au prix d'énormes sacrifices. Voilà. L'année dernière, par exemple, au niveau de Fitima Guinée, on était tellement à court de ressources que l'année scolaire, entre guillemets, de nos enfants, on a été obligé de stopper ça dès le mois de mai, alors que normalement, ça doit aller jusqu'en juillet. Donc voilà, on n'avait vraiment plus les moyens de rémunérer les professionnels qui sont là. Et ça, les partenaires ont un peu de mal, quelquefois, à comprendre que c'est sur le long terme, quoi. Sur ce, nous allons prendre une petite pause pour revenir juste après et continuer pour la seconde partie de l'émission. Gros Plan, votre émission hebdomadaire qui vous parvient depuis le studio de Sabari FM. Gros Plan, c'est une émission qui se propose de faire le zoom sur un fait, une question d'actualité avec un spécialiste. Gros Plan, c'est votre tribune, un espace qui vous permet de communiquer avec les responsables de la situation. Gros Plan, c'est la projection pour éclairer la lanterne. Avec Gros Plan, vos suppositions se dissipent et place à la vraie information. Voilà, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Sabari FM et c'est dans l'émission Gros Plan. Notre invitée est Dr Awa Dramé. Elle est la présidente de la fondation Fitima Guinée, Fitima Burkina et Fitima ailleurs. Donc, docteur, pour reprendre tout à l'heure, vous parliez des difficultés que vous rencontriez et tantôt vous avez fait état du fait que l'État guinéen ne vous soutient pas dans vos activités. Est-ce que vous avez fait des démarches dans ce sens qui n'ont pas abouti ou vous n'êtes pas allé vers eux et vous attendez qu'eux, ils fassent le premier pas? Non, les démarches ont été faites, de la même façon que ces démarches, parce que ce que nous faisons à Fitima, c'est le boulot des pouvoirs publics, attention. Nous sommes là juste pour faire ce que l'État ne fait pas, ce que les départements de la santé, de l'éducation et des affaires sociales ne font pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, on est en droit, on serait en tout cas en droit de demander un soutien. C'est juste un soutien. Alors, ces démarches ont été faites dès le début. Moi, j'ai rencontré toutes les personnes en charge de ces départements-là. Mais en dehors d'une convention de partenariat qui a été signée avec le ministère de l'Action sociale il y a quelques années, donc une convention, au moins là ça s'est fait. La ministre de l'Action sociale était venue visiter le centre. Elle est venue d'ailleurs plusieurs fois. Elle nous a toujours apporté son soutien, je dirais moral, vraiment. Elle est venue plusieurs fois, participer à certaines. Mais ça c'est laquelle des ministres? Parce qu'il y Madame Sanaba. Okay. Sanaba Kaba. Madame Sanaba Kaba, elle est venue plusieurs fois. Et chaque fois qu'elle pouvait parler d'ONG exemplaires en Guinée, elle citait toujours Fitima, etc. On a eu plusieurs rencontres. Je sais qu'elle avait vraiment la volonté
de faire les choses. Elle n'a probablement pas pu le faire. Pour les autres ministères, ça a été on a trouvé porte close. Donc c'est d'autant plus regrettable que par exemple au niveau du Burkina, l'État a donné, je dis bien donné à la fondation, donc mis à la disposition de Fitima, un terrain de 2500 mètres carrés sur lequel on a pu ériger un centre. Donc le fait déjà de ne pas avoir de loyer à payer, parce que dans le budget, c'est quand même quelque chose de très très important, ça pèse lourd. Donc au Burkina, on a un beau centre, très, très adapté aussi, il n'y a pas d'escalier, tout est adapté à des gens qui ont des difficultés à se mouvoir. Et au niveau du Burkina aussi, on a pu bénéficier et on continue de bénéficier de petites subventions, soit du ministère de l'Action sociale, soit du ministère de la Santé. Le ministère de l'Éducation avait mis à la disposition de la Fondation très rapidement un éducateur. Donc voilà, des actions concrètes. Mais au niveau de la Guinée, non. Ok, ça peut vous paraître insensé comme question, parce que vous pouvez considérer peut-être que l'administration, c'est en tout, donc quand le ministère est touché, c'est l'État qui est touché. Mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme ça en Guinée. Est-ce que, à ce titre, vous avez rencontré ou tenté de rencontrer, par exemple, le président de la République? Non, je n'ai pas tenté parce que j'estime qu'il y a des gens qui sont responsables de ces départements-là et que quand on dit responsable, il y a responsabilité. Et je pense c'est pas au président de la République de gérer ce genre de choses. En tout cas, c'est pas la conception que j'ai des pouvoirs publics. Les gens sont responsables ou ils ne le sont pas. Non, j'ai contacté les responsables. Oui. Ok. Ailleurs, vous avez fait allusion à des apports ponctuels que vous avez. Comment ça se passe avec ces services ou ces institutions qui vous accompagnent? Alors, en général, ça se passe plutôt correctement. Souvent, j'invite ces institutions à visiter les centres parce que on peut faire les plus beaux dossiers du monde, mais en venant voir ce qui se passe réellement, on n'a plus besoin de dessin. On voit vraiment l'ampleur de la tâche, on voit les résultats obtenus, on voit le service offert. Donc ceux qui acceptent de venir visiter sont souvent ceux qui réagissent le mieux. Parce que dès qu'ils voient, ils disent « Ah là, il faut vraiment soutenir cette institution ». Et après, tout se fait de façon tout à fait classique. Des projets sont écrits avec un budget bien précis, etc. Et puis voilà, selon les institutions, c'est plus ou moins long, donc ça peut prendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend. Ah, oui, c'est pas du tic au tac, ce serait trop simple. Mais on le sait, c'est pour ça qu'il faut anticiper aussi. Mais en attendant les réponses de ces institutions-là, il faut jongler avec ce qu'on a. C'est pour ça que si on n'a pas de soutien des pouvoirs publics, c'est très, très, très compliqué. Justement, toujours dans le cadre de ces soutiens, on fait allusion aux institutions de façon générale. En Guinée, les institutions qui sont représentées ici, il y en a parmi elles qui vous accompagnent quand même? En Guinée, on a eu le soutien de l'UNICEF. C'est en dents de scie, mais quand même, on a eu le soutien pendant 2 ans. On a eu aussi l'ambassade de Chine qui nous a bien aidé dans l'équipement, qui nous a aidé à équiper le centre. On a eu soutien de l'ambassade d'Allemagne, surtout pour le pôle promotion des droits des femmes, l'ambassade d'Allemagne. On a eu le soutien, on a le soutien de l'AFM. L'AFM, c'est l'Association française contre les myopathies. C'est là où moi je travaillais quand j'étais en France. Et l'AFM me soutient depuis le début en nous octroyant une subvention annuelle qui est répartie entre les 2 centres, celui du Burkina et celui de la Guinée.
On a aussi de façon ponctuelle, par exemple, la Société Générale de Banque qui nous soutient pour organiser un événement extrêmement important pour nous, c'est l'arbre de Noël des enfants, parce qu'on l'organise pour les enfants qui sont à Fitima, mais aussi pour la fratrie, donc leurs frères et sœurs, mais aussi pour les enfants du quartier dans lequel nous sommes. C'est important, ça permet une vraie intégration sociale. Et puis, nous avons donc quelques parrains donc, qui soutiennent comme ça de façon ponctuelle aussi. Justement, j'allais vous poser la question à propos des parrains. C'est des Guinéens, ils sont de quelle catégorie? Est-ce que c'est des fonctionnaires? Est-ce que c'est des hommes d'affaires? Alors, on a du mal à trouver des parrains guinéens. Okay. Les quelques parrains que nous avons sont souvent des étrangers. C'est ce qui est triste aussi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, c'est pas faute d'avoir expliqué, mais c'est très difficile. D'accord. Parmi vos activités, vous avez fait allusion aussi au développement communautaire. Ce serait bien de développer cela un peu, qu'on sache qu'est-ce que vous faites plus précisément dans ce domaine-là. Alors, ce pôle-là regroupe 3 programmes en fait. Il y a un programme de sensibilisation. Parce que nous venons de parler du handicap, mais vu la perception du handicap dans la société, il faut aussi faire évoluer cette perception-là. Donc partir du principe que ça se passe aussi dans la tête. Ah ben évidemment. Donc c'est extrêmement important de faire de la sensibilisation au niveau de la communauté pour bien expliquer ce que c'est que le handicap, pour expliquer les problématiques liées au handicap, expliquer que il ne faut pas céder au découragement et à la fatalité, qu'il y a des choses à faire, qu'il n'y a rien de miraculeux, mais il y a des choses à faire, et surtout que l'enfant qui est en situation de handicap est un citoyen à part entière, qu'il n'est pas un citoyen à part, n'est-ce pas, mais il est un citoyen à part entière, et que du coup, il doit jouir de tous ses droits, droit à l'éducation, droit à la santé, droit aux loisirs, etc., etc. Donc c'est important de faire cette sensibilisation. Le deuxième programme de ce volet, de ce pôle, c'est la promotion des droits des femmes. Pourquoi? C'est simplement suite à un constat. J'ai constaté dès les premières années d'activité de Fitima que d'abord, ce sont les mamans qui s'impliquent vraiment dans le suivi, la prise en charge. Dans 80% des cas, on ne voit pas les papas. C'est une réalité. Et en creusant un peu, j'ai compris que souvent, comme les gens sont dans l'ignorance, eh bien, dès qu'il y a un problème, on dit c'est la faute à la maman. S'il y a un enfant qui est en situation de handicap, ça ne peut être que la faute de sa maman. Surtout pas le papa, qui est parfait. N'est-ce pas? Et donc, nous, à notre niveau, voyant ça, un deuxième constat, c'est aussi que les femmes qui ont un certain niveau d'éducation ou qui sont financièrement autonomes, n'est-ce pas? Elles arrivent, justement parce qu'elles sont autonomes, elles arrivent à bien s'occuper de leurs enfants. Mais celles qui sont dans une dépendance complète de leur conjoint, même quand elles veulent le faire, elles ne peuvent pas le faire. Donc, c'est là, plus d'autres éléments qui sont rentrés en ligne de compte, notamment le constat qui est fait au quotidien du non-respect des droits des femmes de façon générale. C'est ce qui nous a amené à développer ce deuxième pôle. Et du coup, c'est vraiment montrer aux femmes, les outiller en leur montrant, en leur enseignant leurs droits. Parce qu'on ne peut pas défendre des droits si on ne les connaît pas. Non. Donc on organise des ateliers de formation sur les droits élémentaires, droit au travail, droit à la santé, les droits reproductifs, les droits patrimoniaux. Tout ça est extrêmement important. Et aider quand on le peut, quand nous-mêmes nous sommes aidés, soutenus, aider des femmes qui en ont vraiment envie
eh bien, à développer des activités génératrices de revenus pour leur donner l'autonomie dont elles ont besoin, de façon générale. Donc, nous privilégions bien sûr les femmes qui ont en plus des enfants en situation de handicap, mais c'est ouvert en fait, ce programme-là est ouvert à toutes les femmes. Ok, et dans ce cadre-là, vous travaillez aussi avec d'autres structures locales, je parle d'ONG spécialisées dans le domaine la promotion des femmes ou des enfants. Oui, un petit peu quand même, oui, nous travaillons avec d'autres structures, c'est plus des collaborations techniques. Donc comme je vous disais tantôt, nous sommes soutenus dans ce programme-là, notamment par l'ambassade d'Allemagne, qui fait un point d'honneur pour cette institution-là. La promotion des droits des femmes est une priorité. Donc, voilà un petit peu. Toujours, pour terminer, j'avais dit 3 choses. Donc, sensibilisation, promotion des femmes, mais aussi la bibliothèque communautaire. Nous avons développé une bibliothèque communautaire qui se trouve au sein de Fitima, mais qui est ouverte aux enfants des écoles voisines. Ça permet à ces enfants, donc les adultes de demain, de côtoyer très rapidement, très tôt, des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir leur capacité cognitive, etc., de les côtoyer et de voir leurs compétences. Parce qu'on pense que quand il y a un handicap, il n'y a rien à faire. Donc ça permet à ces futurs adultes, demain, de pouvoir dire « Ah non, c'est pas parce que cette personne adulte handicapée, je sais qu'elle a des compétences, je sais qu'elle peut faire des choses. » Donc ça permettra, en tout cas c'est notre espoir, de changer de paradigme par rapport à la problématique du handicap. Donc c'est important aussi. Non seulement ces enfants viennent s'instruire ici, emprunter des livres, des jeux éducatifs, mais ça permet aussi cette mixité sociale extrêmement importante dans la société. Ok, vous me tendez la perche à ce niveau. Est-ce que vous avez eu quelques contacts que ce soit avec la fédération, par exemple, des handicapés de Guinée, parce qu'il y a une association qui fédère ces handicapés. Est-ce que vous avez eu à travailler avec eux ou au moins à échanger avec eux sur ce que vous faites dans vos différentes structures? Alors malheureusement pas, et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai pris contact à l'époque, donc il y a 6 ans maintenant, avec cette fédération le président de la fédération était au ministère de l'Action sociale. Donc à la fois ça simplifie et ça complique les choses. Je crois que j'ai appris par la suite malheureusement que cette personne est décédée. Donc j'avais rencontré le président de la fédération de l'époque et je lui avais dit voilà, moi je suis prête à travailler avec vous, à voir ce que nous pouvons faire ensemble, mais nous n'avons pas pu continuer. Ok. Au-delà de tout cela, vous avez travaillé à un moment donné, je ne sais pas si vous le faites encore, dans le cadre de la prise en charge de certaines personnes victimes de violences, que ce soit dans les manifestations politiques ou tout simplement sociales. Et à ce niveau-là aussi, qu'est-ce que vous avez à partager avec nos auditeurs? Alors là, c'est suite à au massacre, appelons-le comme ça, perpétré au stade du 28 septembre. Le 28 septembre 2009, j'étais pas en Guinée. Le centre n'existait pas. J'étais en train de faire les démarches pour ouvrir le centre ici, mais j'étais encore plus ou moins en France et au Burkina. Et j'ai été choquée par la suite donnée à ça, comme je pense tous les Guinéens, enfin tous ceux qui ont, pas seulement les Guinéens, mais tous ceux qui ont suivi de près cette triste affaire. Et je me suis dit, mais on ne peut pas rester insensible à ça. Et moi, juste en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux faire? Je sais faire ce qu'on appelle une prise en charge. Je sais le faire. Qu'est-ce que je peux apporter à ces victimes-là? Je savais qu'il y avait déjà des associations de victimes qui faisaient ce qu'elles pouvaient, comme elles pouvaient, mais souvent qui ne savaient pas trop comment faire, avec une grande volonté, mais sans savoir ce qu'il faut faire. Donc, je me suis intéressée à
cette catégorie, à ces victimes-là, et j'ai mis en place donc un programme sur 2 ans de soutien à ces personnes victimes de violences, en leur apportant, là aussi, en essayant de faire, comme d'habitude, comme je le fais pour les personnes handicapées, une prise en charge globale. C'est-à-dire, d'abord, par des thérapeutes, donc avec visite, avec des médecins qui les ont suivis, des généralistes, mais aussi des chirurgiens, mais aussi des gynécologues, mais aussi des ophtalmos, avec lesquels j'avais signé des conventions de partenariat. Et je suis très reconnaissante, vraiment, vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont joué un grand rôle avec beaucoup d'engagement, vraiment, qui sont occupées de ces victimes-là. Et j'avais pu faire venir une psychologue clinicienne qui était spécialiste des traumatismes, donc qui a pris en charge ces victimes-là et qui a apporté énormément à ces personnes. Et on avait mis en place aussi quelques activités génératrices de revenus parce que certaines victimes avaient tout perdu. Tout. Surtout les femmes. Certaines avaient vu leur couple voler en éclats, privées de leurs enfants, privées du minimum de droits dont elles pouvaient jouir, etc. etc. Donc, certaines avaient déjà des activités qu'elles ont tout perdu. Donc, et on a pu aider ces personnes-là à se remettre en selle. D'autres personnes, on a pu les aider à reprendre des études. On a pu aider les enfants de certaines, malheureusement, disparus, là. Certains enfants dont nous avons eu connaissance, on a pu les aider à s'inscrire dans des écoles, apporter des kits scolaires. En fait, on a pu leur apporter une aide, en tout cas sur 2 ans. Si mes souvenirs sont bons, on s'est occupé de 280 personnes, dont à peu près 80 femmes. D'accord. Nous avons parlé de Fitima Guinée, un tout petit peu de Fitima Burkina, mais pas de Fitima France, devenue Fitima Europe. Qu'est-ce que c'est que cette antenne-là aussi? Alors, Fitima Europe, c'est une très belle aventure, c'est une très belle structure. Quand j'ai fini mes études en France, j'y ai travaillé. Donc, je travaillais justement à l'Association française contre les myopathies. Et puis, j'ai vécu quand même 20 ans en France. Donc, ça crée des liens, des amis, des collègues. Donc, Fitima Europe, ce sont des amis et des collègues, d'anciens collègues qui ont vraiment épousé l'idée de la fondation, qui ont voulu apporter leur soutien, qui se sont constitués en association. C'est une association de droit français, Fitima Europe. Et voilà, donc cette association mène des activités pour bien faire connaître les centres et mène des activités de collecte de fonds en organisant des activités, faire connaître aussi la structure. Voilà un petit peu. Tout dernièrement, je crois que c'était il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines, Fitima Europe a organisé une soirée resto, dans un restaurant solidaire à Paris. Voilà, et tous les fonds récoltés sont envoyés soit à Fitima Guinée, soit à Fitima Burkina pour aider justement les centres à fonctionner. Ok, nous sommes presque à la fin de cette émission, docteur. Pour boucler, quelles sont les perspectives de Fitima de façon générale et Fitima Guinée particulièrement? Alors, au niveau de Fitima de façon générale, il y a toute une réorganisation qui est en cours depuis quelques mois parce que justement les activités se diversifient, donc il faut repenser le fonctionnement. Et au niveau de Fitima Guinée en particulier, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on organise une activité de collecte de fonds, une grande activité de collecte de fonds, pour que ces fonds nous permettent d'obtenir un lieu, parce qu'on a besoin. D'abord ici, vous voyez, nous sommes à l'étroit.
ici. Nous sommes vraiment à l'étroit. C'est pour ça que nous avons des listes d'attente, ce qui est dommage. Mais nous sommes à l'étroit, on ne peut pas accueillir plus de personnes. Alors, donc l'idée, c'est d'organiser ce gala pour récolter des fonds qui vont, j'espère en tout cas, nous permettre d'acheter un terrain, puisque l'État, là aussi on a fait une demande à l'État pour voir si on pouvait avoir le même traitement que celui qu'on a eu au Burkina, où c'est le président Blaise Compaoré qui avait vraiment donné des instructions pour qu'on ait un terrain vu les résultats obtenus. Donc ici, je désespère de l'État guinéen. Donc nous voulons vraiment organiser une activité de collecte de fonds pour justement trouver des fonds pour trouver un endroit où travailler, tout simplement. Donc si de très bonne volonté écoute cette émission, notre besoin majeur aujourd'hui, c'est ça. Comment faire pour trouver un endroit, trouver des fonds qui nous permettront de trouver un endroit adapté pour travailler. C'est vraiment notre défi pour 2018. Les coordonnées, c'est vrai, Fitima, on en parle souvent, mais tout le monde ne sait pas où se situe Fitima et où retrouver Fitima, notamment en Guinée. Alors déjà, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook sur laquelle on peut vraiment qu'on peut consulter et voir toutes nos activités. Nous avons un site www.fitima.org où vous avez toutes les coordonnées de Fitima, que ce soit au Burkina, que ce soit en France, que ce soit en Guinée. Et nous sommes, le Fitima Guinée se trouve dans le quartier de Nongo. Voilà, Nongo Centre, comme on dit, c'est très facile de nous retrouver. Et je peux même vous donner une adresse mail. C'est fitima.guinée, sans l'accent, @fitima.org. Ça, c'est l'adresse mail. Et le téléphone, c'est le 628 87 87 62. Merci. Vous avez tout pour nous retrouver. Merci. Donc, aux âmes sensibles, vous avez entendu l'appel et sur ce, nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission. Merci à Fitima pour nous avoir reçus et donné cette opportunité. Merci à la radio de l'innovation et ses services techniques. Grand merci à vous, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.